Bonjour à tous. En fait, je voulais vous présenter aujourd'hui, plus que des données scientifiques, une espèce de rétrospective un peu de ce qui a mené à l'installation de la plantation de la bousule. Donc avant 2020, 2014, quand on s'est installé, et jusqu'à cette année. Vous m'entendez bien? En fait, j'ai pas de trop de retour. Oui, c'est bon, on t'entend bien, pas de Oui, problème. c'est bon. Ok, merci. C'est bien d'avoir une confirmation. Donc en fait, ce qui nous a amené à cette plantation que vous connaissez, quoi, celle de la Bousule, qui associe les UMR Silva et LAE, et la ferme de la Bousule, bien sûr, c'est d'autres personnes et d'autres groupes de personnes que ceux qui sont indiqués sur cette diapo, mais je vais y venir. J'ai mis les logos aussi du LABEX parce que la plantation avait été financée au départ par le LABEX Arbre et l'ANAE France, puisque la plantation fait partie du réseau ANAE France qui comporte, je l'ai appris récemment, 34 plateformes dans toute la France. Donc en fait, ça ne marche pas. Et comment ça se passe? Je fais ça. Oui, si, ça marche. Donc en fait, depuis que j'ai été recruté en fin 2007, mon idée c'était d'installer un site atelier en région Lorraine qui associerait des espèces fixatrices d'azote à non fixatrices d'azote et sous forme de taille à courte rotation parce que c'était mon objet d'étude au départ quand j'ai été recruté. Les tailles à courte rotation étant des plantations très denses d'arbres à croissance rapide, c'est des plantations très intensives. Donc, ici sur la figure, chaque croix bleue représente un peuplier et on a une densité très élevée de 2000 arbres par hectare. Et donc l'idée, c'était d'intercaler dans ces plantations de peupliers des lignes d'arbres fixateurs d'azote. Ici, c'est l'aulne en rouge, mais on est parti d'abord sur le robinier, qui sont les deux espèces d'arbres essentiellement fixatrices d'azote en milieu tempéré. Et puis on est venu plus tard au fait d'associer les arbres non fixateurs à des cultures fixatrices d'azote, des légumineuses, euh, euh, la luzerne par exemple, ou le trèfle, mais ça c'est venu qu'après l'aspect agroforestier, c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses sur la diapo de titre. Et le troisième type de mélange, c'était d'intégrer des arbres fixateurs d'azote parmi les graminées, en l'occurrence les aulnes dans la prairie ou dans le champ de blé ou de triticale, etc. C'est ce que je vais présenter après. Et en fait, très tôt, quand j'ai été recruté, c'est les personnes avec qui je travaillais, ça a été beaucoup Dominique. Elle est là, j'espère qu'elle m'entend. J'ai vu qu'elle avait des problèmes de son. On a beaucoup travaillé. En fait, on avait déposé un projet en 2008 qui s'appelait Candy SRF pour Carbon and Nitrogen Dynamics in Short Rotation Forestry. Et on s'était basé un peu sur les spécificités des tailles à courte rotation, qui sont des systèmes qui ont la particularité, enfin, comme toute plantation, comme beaucoup de plantations, d'être issus au départ d'une bouture ligneuse, de laquelle le développement de la plante va dépendre des réserves en azote et en carbone de cette bouture ligneuse pour le développement des autres organes, qui ensuite vont devenir indépendants pour la captation du carbone de l'air et de l'azote minéral du sol, et aussi en association avec les mycorhizes et les nodules du robinet qui permettent la fixation de l'azote atmosphérique. Ensuite, on a à l'automne la chute des litières avec la remobilisation de l'azote vers les organes pérennes de la plante. Ensuite, l'idée, c'était qu'on coupe et qu'on exporte les organes d'intérêt à la fin de la première saison de croissance, ce qu'on n'a pas fait en fait, mais c'était notre objectif au départ. Et ensuite, le cycle recommence en fait avec la production des branches, enfin des feuilles, enfin, des branches et de la tige et des feuilles, etc., à partir de ce qui est mis en réserve dans la souche et dans les racines, dans les organes pérennes. Voilà, avec ensuite une coupe, comme c'est des plantations intensives, tous les 2 à 6 ans. Donc ça, c'était notre objectif au départ. Les hypothèses qu'on faisait quand on associait des espèces fixatrices à non fixatrices d'azote, c'était, ici, vous avez un schéma que vous devez connaître parce que j'ai déjà présenté 36 fois, qui présente la monoculture de peuplier au centre, en parallèle avec le mélange peuplier aulne ou robinier à droite et à gauche, pardon, et le mélange agroforestier du peuplier avec de la luzerne à droite. Donc l'hypothèse qu'on fait, c'est que grâce aux nodules, ici c'est une photo de nodules d'aulne, au niveau des racines d'aulne, on va avoir une augmentation de la teneur en azote dans les mélanges qui va bénéficier à l'espèce non fixatrice, donc le peuplier en l'occurrence, mais ça peut aussi être les graminées quand on met des aulnes dans le champ de graminées.
On va observer, donc ça c'est ce qu'on appelle la facilitation, en fait, quand l'azote profite à la main fixatrice. Ce qu'on attend aussi, c'est une stratification des houppiers dans le mélange forestier entre le peuplier et l'aulne. Donc ça, c'est un autre type d'interaction qui est le partage de niche, un autre type d'interaction positive. On attend aussi ça au niveau des racines, dans le cas où les deux espèces, et c'est le cas entre le peuplier et l'aulne, ont des écologies relativement contrastées. Voilà, donc on est parti en fait en quête d'une parcelle atelier en 2008 et 2009. En fait, ça a été fait en association avec un certain nombre de personnes qui sont parties à la retraite depuis, Pierre Legroux, Yves Lefebvre, André Granier bien sûr, et on a, comment dire, cherché un certain nombre, enfin, visité un certain nombre de parcelles, qu'elles soient forestières ou agricoles, très souvent agricoles, en association avec les champs d'agriculture de la région, avec le CNPF, l'ONF, etc., avec la ferme de la Gouzule aussi, avant qu'elle change de directeur. Donc là, tous les noms de communes que je vous mets, c'est des parcelles qu'on a visitées, en fait, et à chaque fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Par exemple, celle de Vincé, c'est allé assez loin, en fait. On était à deux doigts de contractualiser avec l'agriculteur, mais qui a pris peur, en fait, finalement, mettre des arbres sur sa parcelle, ça finit par lui faire peur, et il s'est retiré au dernier moment. Donc finalement, tout est tombé à l'eau, et on a quand même fini par s'installer à Moyen-Vic, en fait, en Moselle. Si vous allez régulièrement à Est, vous passez à Moyen-Vic. Et il y a eu 3 plantations ateliers entre 2010 et 2023. Donc, je vais vous relater de manière très rapide l'historique. La plantation de Moyen-Vic, donc, qui n'a pas duré longtemps. La plantation de Saint-Cyr-en-Val, en région centre, qui a duré 5 ans. Et puis, finalement, celle qui a marché, au final, celle de la Goudzule. Donc, on a quand même été un peu assez productif. Bon, sur celle de Moyen-Vic, il n'y a pas eu grand-chose, mais sur celle de Saint-Cyr-en-Val, elle a fait l'objet de la thèse de Cécilia Gana. Et puis sur celle de la Bousule, il y a eu 3 thèses. Euh, 2 sont encore en cours, celle de Anaïs Thomas, de Andy Lapri et de Abdoulaye Ndiaye. Donc la parcelle de Moyen-Vic, ici vous avez une représentation de cette parcelle qui faisait 5 hectares en fait. D'après Yves Lefebvre, c'était le top quand il est venu faire des sondages pour voir à quoi ça ressemblait en termes de nature du sol. Ce qui était assez intéressant en fait, c'est qu'il y avait 2 antécédents sur cette prairie, un antécédent maïs, un antécédent prairie sur cette parcelle, pardon. Ce qui était potentiellement intéressant en fait pour les analyses isotopiques d'avoir un antécédent en C3 et un antécédent de culture en C4. Donc en fait, notre projet était très ambitieux. Ça, c'est une représentation de ce qu'on a installé sur la parcelle. Ça s'est fait. Euh, donc là, je fais apparaître les 2 antécédents. On a répété en fait le dispositif sur les 2 antécédents. Donc c'était dupliquer maïs et prairie. Et à chaque fois, on avait 3 densités de plantation, une densité de TCR, de taille et contre-rotation, de 1400 arbres par hectare, une densité intermédiaire de 7300 arbres par hectare, et une densité très forte de TTCR, de taille et très courte rotation, de 14 000 arbres par hectare. Donc chaque bloc était composé de 3 traitements, en fait, une monoculture de robinet, ici on utilisait du robinet, une monoculture de peuplier où on avait 2 clones, cette fois-ci, le bleu clair et le bleu foncé sur la figure, et le mélange entre les deux avec des alternances de lignes de peuplier et de robinet. Et donc là, sur les photos, vous avez, c'est des rares photos de ce qui a survécu sur la parcelle. Là, c'est un peu un spoiler de ce qui se passe après. Et donc, ces densités de plantation, ces différents traitements de mélange, ces différents clones de peupliers, etc., ça représentait au final 22 000 arbres sur la parcelle qui ont été plantés début 2010, ce qui est absolument gigantesque en fait. Euh, qui a été représenté un travail absolument dément pour les personnes qui ont participé à l'installation et qui, certaines sont connectées, donc elles doivent s'en souvenir. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que fin 2010, quand on a fait l'inventaire de survie des arbres, ici vous avez en rouge ce qui était mort, en bleu ce qui était vivant et en jaune ce qui était pas en très bonne santé, on va dire. Il y avait une mortalité absolument démente, surtout des robiniers, quoi. Tout était crevé en fin de première année. Et en plus, on avait eu des actes de vandalisme, certains plants avaient été cassés. Donc en fait, au bout d'1 an, et malgré tous les efforts, que ce soit en termes d'argent, d'énergie, de temps, que ça a pu coûter, on a décidé d'abandonner cette plantation. Euh, voilà, à moyen pic. Bon, ça nous a quand même permis de passer quelques bons moments sur la parcelle, de faire quelques mesures de respiration du sol, etc. Euh, mais bon, on a mis fin assez rapidement parce qu'on a bien vu que ça partait sur de très très mauvaises bases.
Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que cette parcelle atelier, c'était un des trois sites de mélange fixateur-non-fixateur d'azote qui était impliqué dans un projet ANR qui s'appelait IntensEFX, qui était coordonné par Ecoessol, par Jean-Pierre Bouillet, pour ceux qui le connaissent. Et donc, on avait en sûreté, en fait, installé une autre plantation en 2010 également, ou en 2011, à Saint-Cyr-en-Val, en région centre, près d'Orléans, en fait, aidé par le lieu unité expérimentale GD4 de l'INRA d'Orléans. Et ça, c'est une diapo en fait, que j'ai repris d'un comité de pilotage d'Intensifix, où je leur annonçais que le moyen VIX était fini et qu'on se basait maintenant sur la plantation de Saint-Cyr-en-Val, dans le Loiret, qui était une plantation beaucoup moins ambitieuse que celle de Moyen-Vic, qui était installée sur un site qui appartenait à la commune de Saint-Cyr-en-Val et qui était géré, comme je vous le disais, donc, par l'INRA d'Orléans. Cette fois-ci, la plantation, elle était composée uniquement de deux blocs, donc avec une seule densité de plantation, un seul cône de peuplier, donc on avait vraiment revu à la baisse nos ambitions. Et donc un seul cône de peuplier, je vous disais, une provenance de Robinier, et une seule densité de plantation de taille à contre-rotation de 1400 plants par hectare. Donc cette fois-ci, ça représentait plus que environ 1000 arbres, c'est-à-dire 22 fois moins que à Moyen-Vic. On avait aussi eu le temps, cette fois-ci, d'instrumenter un peu la parcelle. La parcelle n'était pas électrifiée, mais on avait des panneaux solaires, un certain nombre de panneaux solaires sur la parcelle, qui alimentaient un certain nombre d'instruments, des stations météo, des profils de teneur en eau du sol, des parcs sous couvert, des chambres automatiques de respiration du sol. Euh, on avait des boîtes pour scanner les racines, etc., même si ça n'a pas très bien marché, en fait, parce qu'il y avait quand même 3 heures de route, au moins 3 ou 4 heures de route pour y aller, donc c'était très contraignant. Et par exemple, pour scanner les racines, entre deux scannages de racines, la racine qu'on suivait était déjà sortie du champ du scan, donc ça n'a pas très bien marché. Donc, ce qu'on a fait pendant les 5 ans que ça a duré, c'est qu'on a quand même suivi la croissance et estimé les biomasses aériennes et souterraines d'un certain nombre de peupliers et de robiniers dans la parcelle. On les abattait en hiver et en été, en fait, pour avoir une idée de ce qui se passait en termes de remobilisation des réserves entre les deux saisons. Ce qu'on a fait aussi en 2012, c'est un marquage à l'azote 15 pour estimer la part d'azote qui venait pour les robiniers de l'atmosphère par rapport à celle qui venait du sol. Et c'est ce que je vais vous présenter juste après, une fois que ça aura fini de bouger. Donc ça, c'est un petit résultat en fait que beaucoup d'entre vous doivent déjà connaître. En fait, on a comparé les méthodes de dilution isotopique qui est basée sur un enrichissement du milieu en azote 15. Donc on a arrosé la parcelle avec de l'engrais enrichi en azote 15. Et on a estimé, grâce à cette méthode, donc à 2 ans, c'était en 2012, comme je vous disais, qu'entre 75 et 80% de l'azote des robiniers provenait de l'atmosphère. C'est quand même pas négligeable quand on y pense. Et on a comparé cette méthode avec la méthode d'abondance naturelle, en fait, qui cette fois-ci n'a pas besoin d'engrais marqués, d'enrichissement du milieu. Et en fait, ce qui a été fait, c'est que pour faire converger les deux méthodes, on a besoin pour le calcul du NDFA. Le NDFA, c'est l'azote qui est dérivé de la fixation de l'azote atmosphérique du robinier. On a besoin d'une valeur de bêta qui est le fractionnement isotopique lors de la fixation du dit nitrogène. Et en fait, pour faire converger les valeurs de NDFA, donc les pourcentages entre les deux méthodes, il fallait une valeur de bêta de moins 1,3 pour 1000. Et ce qui est joli, c'est qu'on a estimé expérimentalement cette valeur de bêta en conditions sans azote. En fait, il faut faire pousser des robiniers en conditions contrôlées, ça a été fait en chambre à l'INRA ici, sans azote externe. Et la valeur de bêta qu'on a calculé expérimentalement était de moins 1,4 pour 1000, donc ce qui était assez joli, puisqu'on retrouvait la valeur qui nous permettait de faire converger les deux méthodes. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair, c'est peut-être un peu compliqué, un peu rapide. Donc, en termes de productivité, ici, c'est donc en fin de vie de la parcelle, si j'ose dire, donc à l'été et à l'hiver 2015, vous avez les peupliers en bleu et les robiniers en orange, avec à chaque fois la monoculture en clair et le mélange entre les deux espèces en foncé. Là, c'est la biomasse ligneuse aérienne, donc vous voyez qu'il y a un très fort effet espèce, mais pas d'effet traitement, même s'il y a un léger effet en fait qui est visible sur les racines à une interaction entre l'espèce et le traitement en fait. Pour le robinet, vous voyez que les biomasses du mélange sont plus faibles, alors que pour non, les biomasses de la monoculture, est-ce que oui, c'est ça. Pour le robinier, les biomasses du mélange sont plus faibles, alors que pour le peuplier, les biomasses du mélange sont plus fortes.
que la monoculture. On retrouve la même chose que ce soit en été ou en hiver, et la même chose pour le feuillage quand on est en hiver. Toujours le fort effet traitement, le fort effet espèce, pardon, mais pas d'effet du traitement, pas d'effet du mélange. Donc ça, c'est à l'échelle d'un arbre, et quand on s'intéresse à ce qui se passe à l'échelle de la plantation, en termes ici de mortalité, donc vous voyez que jusqu'en 2012, tout allait bien, et puis tout a fini par déraper à partir de 2013, et surtout en 2014 et 2015, avec en fin d'expérience une mortalité totalement démente des robiniers, essentiellement dans le mélange, avec plus de 50% de mortalité, c'est la barre marron que vous voyez. Donc il y avait un effet du mélange sur la mortalité des robiniers, parce qu'elle est plus forte dans le mélange que dans la monoculture, mais même en monoculture, on avait plus de 20% de mortalité des robiniers. Et en fait, on en avait déduit que le milieu n'était pas du tout favorable à aucune des deux espèces parce qu'il était très ennoyé pendant l'hiver, ce qui n'était pas bon pour le robinet, qui est plutôt une espèce méditerranéenne, et très sec en été, ce qui n'était pas bon pour le peuplier, qui est plutôt une espèce de ripisylve. Et en fait, en conclusion, le robinet et le peuplier, c'est peut-être pas des espèces qu'il faut mettre ensemble parce que leurs écologies sont trop contrastées pour cohabiter, quoi. Donc, cette mortalité associée au fait que ça nous coûtait énormément en temps, en argent et en énergie de faire les allers-retours entre Nancy et Chambly, qu'on faisait toutes les 3 semaines pendant ces 5 ans, on a fini par laisser tomber cette plantation aussi en 2015. Et on a fini, bon, on a quand même eu quelques bons moments sur la parcelle, que ce soit lors des abattages, lors du marquage, etc. Avec la thèse de Cécilia, qui a quand même eu lieu à 100% sur cette parcelle. Donc on a fini par s'installer sur la plantation de la Bousule, que la plupart d'entre vous connaissent. Donc là, c'était, d'après la ferme, leur meilleure parcelle. C'est plus le cas maintenant, toujours d'après la ferme, puisque les peupliers ont conquis le terrain et on n'est pas prêt de s'en débarrasser. Donc c'est une parcelle qui associe les UMR, bon, c'était EF à l'époque, mais Silva maintenant, et le LAE, et bien sûr la ferme expérimentale de la Bousule, et comme je vous disais, Anna et France, et le Labex de l'Arbre pour l'installation. Après, on a eu d'autres sources de financement, du pôle A2F, de l'ADEME, de la région Grand Est, etc. C'est une parcelle, en fait, je tenais quand même à le signaler, qui a vu le jour sous l'impulsion beaucoup de Bernard Agneau, qui a vraiment fait le lien entre le LAE et Silva pour qu'on s'installe sur cette parcelle. Et c'est grâce à lui, en fait, que l'agroforesterie a vu le jour dans EF et puis dans Silva par la suite, quoi. Et la parcelle lui est dédiée. Donc ça, c'est une photo des panneaux qui sont présents sur la parcelle que vous pouvez aller lire si vous êtes intéressé par ce qu'il a fait, en fait, sur les deux périodes décrites en 2008-2013 et 2013-2018. Donc la parcelle, elle se compose un peu comme celle de Saint-Cyr-en-Val, enfin, et de Moyendic aussi, du mélange entre le peuplier et l'aulne et des monocultures de peuplier et d'aulne. Donc c'est ce qu'il y a au centre de ma diapo et ce qui est appelé les traitements forestiers. Et puis on a ajouté à ça des traitements agroforestiers où on a remplacé les lignes d'aulne par une culture fixatrice d'azote, c'est la luzerne, mais ça a aussi été le trèfle au fil des rotations. Et de l'autre côté, l'autre mélange agroforestier, comme je vous présentais au tout début, c'est l'aulne au milieu de champs de graminées qui ont été du blé, du triticale et de la prairie temporaire euh, dans le cadre de, de cette plantation. Donc 3 types de mélanges fixateurs non fixateurs et les 4 monocultures ou cultures pures équivalentes. Donc la plantation, elle ressemble à ça, vue du ciel. En fait, ce que je vous ai présenté juste avant, c'est répété 3 fois. Il y a 3 blocs, donc elle est toute en longueur. Et la parcelle est instrumentée. Il y a une station météo, comme à Saint-Cyr-en-Val, des profils d'unité de température du sol, des chambres de mesure de la respiration du sol, euh, etc., quoi. Et puis il y a plein de choses qui viennent ponctuellement, qui sont faites et puis qui sont défaites, etc. Mais bon, c'est le principe d'un site atelier. Voilà. En termes de chronologie de ce qui s'est passé, en haut, c'est ce qui se passe en termes de composantes arborées et en bas, en termes de composantes agricoles. Donc le site, il a été installé, enfin, les arbres ont été plantés en 2014. Il y a eu un regarni les 2 premières années après plantation parce qu'il y a eu beaucoup de mortalité la première année. Puis finalement, il y a assez peu de mortalité à l'heure actuelle, à part dans l'extrême partie de la parcelle. Elle est instrumentée, comme je vous disais. En termes de composantes agricoles, les herbacées non fixatrices, les cultures non fixatrices, ça a été pendant 2 ans du blé, puis du triticale, puis une prairie composée de grès gras et de fétuc. Et la culture fixatrice d'azote, ça a été pendant 4 ans de la luzerne, pendant 3 ans du trèfle qui n'a pas très bien marché, et pendant 3 ans, à nouveau, c'est reparti pour de la luzerne qui doit être ressemée, que ce soit la prairie ou la luzerne, incessamment par la ferme. Les arbres, ils ont été coupés début 2023.
pour une première rotation qui a duré 9 ans. Et puis, ce qu'on a fait en 2023, et qu'on a fini d'ailleurs en ce début d'année, c'est de démarrer, en fait, de couper tous les rejets qui ont repoussé de peupliers et d'aulnes après la coupe pour en garder que deux, euh, voilà, pour repartir sur un système monotive. Parce que en termes de taillis, en fait, quand on les coupe, ça repart en faisant des touffes de brins. Il peut y avoir jusqu'à plusieurs dizaines de brins pour une souche. Voilà, donc juste pour finir avec la présentation de la parcelle, ici vous avez une représentation, donc chaque carré c'est un arbre avec les trois blocs. Le hasard a fait qu'il y a 100 lignes, en fait ça n'a même pas été fait exprès, 100 lignes d'arbres qui sont composées à chaque fois de 36 ou 37 peupliers et aulnes. Ils sont tous numérotés en fait, et celui qui est entouré ici, c'est par exemple le P peuplier, 46e ligne, 15e arbre sur la ligne. Et puis dernière chose, en fait, sous l'impulsion de Bernard Agneau, on a semé initialement dans les parcelles forestières, c'est-à-dire uniquement composées d'arbres, les deux monocultures d'arbres et le mélange entre les deux espèces d'arbres, des mélanges d'herbacées de couverture, donc un mélange pauvre et un mélange riche, qui était plein de fleurs très jolies les premières années. Et on suit l'évolution de ces mélanges, en fait, c'est fait notamment dans le cadre du master, enfin, de l'UE d'agroforesterie, du master AETPF de l'université, pour voir comment ces mélanges évoluent dans les différents traitements. Voilà. Donc ça, c'est des représentations au fil des ans de la parcelle. Donc je vous disais, en 2014, c'était très joli avec les mélanges d'herbacées fleuries. Ici, vous avez les aulnes avec le blé au début, les peupliers avec la luzerne au pied, les fixateurs, les aulnes à nouveau en 2018, les peupliers avec la parcelle qui avait été labourée juste avant, les ballots je sais pas, de paille qui ont été faits après la récolte de la prairie. Et puis là, la parcelle en juillet 2022. Donc, ce que vous voyez, en fait, c'est juste avant qu'on coupe les arbres. Pourquoi on a coupé les arbres? Bah, parce qu'en fait, il ne laissait plus passer la lumière pour la culture qui est dessous, le trèfle en l'occurrence, qui a très mal marché à cause de ça. Et puis, vous voyez la litière que ça représentait au sol, les feuilles de peuplier qui recouvraient complètement le sol et qui empêchaient la pousse de toute la culture agricole. Donc, il était temps de couper les arbres, en fait, pour que la lumière revienne au sol et qu'on reparte sur des conditions saines, qu'on reparte à zéro, quoi. Donc, ça a été fait à l'hiver 2022-2023. Donc, tous les arbres ont été coupés, ce qui a été un travail assez colossal. Et donc, en 2023, comme je vous disais, on a eu une reprise qui a été un peu tardive, en fait, parce que le printemps 2023 a été assez froid jusqu'au mois de juin. Et ça a été une marée de peupliers, en fait. C'est reparti. Enfin, c'était vraiment démentiel. Certains des brins font déjà 6 mètres de haut en un an. Donc, il y a eu ce travail qui a été fini assez récemment, en fait, de coupe des brins surnuméraires de ces CP. Donc, pour les temps limites du poignet, etc., il y a eu pas mal de. Enfin, ça a été un gros travail à faire, hein, qui a été fini il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Donc voilà, je voulais finir en fait pour vous présenter en fait ce qui a été fait lors de la coupe. Donc ça, c'est des choses que j'avais déjà un peu présentées. C'est une espèce de teaser en fait à deux œils. Je sais qu'il est là, il vous présentera. Il a des choses beaucoup plus euh, fines et détaillées que ce que je vais vous présenter là. Mais ce qu'on a fait, c'est que sur une sélection d'arbres de la plantation, en l'occurrence, il y a 3600 arbres en tout. On en a pesé 360, c'est-à-dire un dixième. C'est 20 par traitement par espèce et par bloc, pour être exact. On a mesuré la longueur totale des arbres qu'on a séparés en billions de 1 mètre à chaque fois. Donc là, il y en a 5 sur mon schéma, mais en fait, ça pouvait aller jusqu'à 15 parce que les arbres étaient jusqu'à 15 mètres de haut. Et à chaque fois, on a pesé et séparé les branches, enfin, pesé le billon et les branches séparément pour chaque tronçon de 1 mètre. Donc on a un peu la répartition de la biomasse le long de la tige. Voilà. Et donc un résultat très préliminaire, enfin pas préliminaire, mais un résultat, comment dire, euh, pardon. Ici c'est la biomasse à l'échelle de l'arbre, en fait, la biomasse des arbres, la biomasse sèche des arbres en kilos dans les différents traitements. Donc vous avez les peupliers à gauche et les aulnes à droite, dans le traitement en monoculture, agroforestier au milieu, et le mélange forestier sur la droite. Et ce que vous pouvez voir, en fait, c'est que le peuplier agroforestier est beaucoup plus productif, enfin, est nettement plus productif que dans les deux autres traitements.
avec le bémol, et ça c'est pareil, Abdoulaye vous en reparlera mieux que moi, c'est que je vous rappelle que dans le traitement agroforestier, la densité de plantation est 2 fois plus faible que dans les traitements de monoculture et de mélange forestier. Donc les arbres peuvent être 2 fois plus gros, mais il y en a 2 fois moins à l'hectare, ce qui veut dire que la productivité n'est pas forcément supérieure à l'hectare en agroforesterie. Et pour l'aulne, en fait, les aulnes, on aurait pu les laisser pousser encore. Ça fait longtemps que je parle, je me rends compte. On aurait pu les laisser pousser encore parce que ils étaient pas encore complètement à maturité et en interaction entre eux dans les mélanges. Mais vous voyez que l'aulne agroforestier est aussi légèrement plus lourd que dans les 2 autres traitements. Enfin, c'est pas forcément significatif par rapport à la monoculture. Voilà. Mais il y a plein d'autres résultats super intéressants sur ces données de biomasse qui seront présentés. On est en train de, avec Abdoulaye et Pierrick, de rédiger un papier là-dessus qu'on aura l'occasion de vous présenter beaucoup plus en détail. Voilà quelques photos des personnes qui ont participé à la mise en place et à l'entretien du dispositif au cours de ces années. Bon, là, c'était surtout au début de la plantation. Et puis, voilà, c'est une histoire qui continue. En fait, là, c'est tous les selfies qu'on a pu faire lors des abattages et au cours des 10 ans qui a duré la parcelle euh, jusqu'à maintenant. Voilà, je vous remercie. Désolé, j'étais vraiment long, en fait. Je vous écoute si vous avez des questions à me poser. J'espère que je n'ai pas parlé dans le vide pendant 30 minutes, hein, parce que vas-y, Arvin. Nicolas, merci pour cette vision un peu cinémascope, hein, du sujet des TCR qui s'est plus transformé en sujet d'agroforesterie. Maintenant, ça fait quoi? Ça fait 15 ans pratiquement Bah, qu'on cherche à s'installer, oui, ça fait presque 15 hein, ans. et puis de voir un peu l'évolution des questions. Moi, j'avais une question, c'est en même temps que vous avez fait toutes ces manips, est-ce qu'il y a eu une évolution du contexte pour les TCR et de la place des TCR dans les stratégies françaises? Est-ce que le TCR est encore quelque chose d'important ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt en perte de vitesse? Et inversement, est-ce que c'est pas plutôt la thématique agroforestière qui monte en puissance et pour lesquelles vous avez aussi des tas de choses à dire? Et comment tu vois ça, l'évolution du contexte pendant que vous travaillé sur toutes ces plantations? En fait, le fait que je passe de TCR à agroforesterie, ça a aussi été lié à ce contexte dont tu parles, en fait. Parce que moi, je me suis rendu compte, j'avais un projet avec les Allemands, là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur vraiment le économique du TCR. Et ce dont on s'est rendu compte, et c'est pas très étonnant finalement, c'est que le TCR est pas rentable à moins de l'installer sur des terres de très bonne qualité et qui sont en général réservées à l'agriculture alimentaire, ce qui est assez normal. Donc, en fait, que ce soit au niveau économique ou au niveau technique, parce qu'en plus, il faut des têtes spéciales pour couper les. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y avait trop d'inconvénients, de limites au TCR, à mon avis, pour que ça marche, quoi. Et en fait, très récemment, j'ai participé avec Thierry Caquet, là, il y avait une espèce d'expertise un peu sur les gisements de biomasse. C'est toujours, ils sont sollicités par les ministères sur euh, enfin, la biomasse, on est toujours là, quoi. Et les TCR, là-dedans, enfin, ils sont totalement minimisés, quoi. Enfin, ils sont passés complètement de mode. On en est vraiment arrivé à la conclusion que c'était pas là-dessus qu'il fallait compter. Et en fait, l'agroforesterie, ça pose d'autres questions que l'approvisionnement en biomasse pour moi, en fait. Chez les agriculteurs, enfin, nous, c'est des espèces à vocation de production de bioénergie qu'on utilise, mais chez les agriculteurs, c'est beaucoup pour faire du bois d'œuvre, quoi. Et les questions sont complètement, enfin, les questions qui m'intéressent, en tout cas, sont complètement différentes. L'agroforesterie, c'est plus des questions environnementales, enfin, comment dire, de diversification des productivités, de biodiversité, enfin, d'action sur un certain nombre de services écosystémiques qu'on n'avait pas dans la thématique TCR. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question, Alain. Es-tu toujours là? Oui, oui, donc ça répond très bien. C'est intéressant de voir cette évolution
des questionnements avec le temps. Ouais, ouais, tout à fait. Mais en fait, c'est un peu comme la plantation de moyen vie je trouve qu'il faut pas s'entêter quand on se rend compte que ça ne marche pas, quoi. S'il Est-ce n'y a qu'il y pas a d'autres d'autres- questions, moi j'en ai encore une. Bah, je t'écoute. Là, tu n'as pas parlé des raisons de l'échec de Moyenvic, hein. Si je me souviens bien, il était question de salinité dans Oui, ces en raisons. Est-ce fait, que c'est ça la raison principale? Est-ce que vous avez pu le démontrer? on a pu le démontrer, oui, en fait, on a fait des analyses que c'est passé chez BEF, là, je sais plus, bah, Caroline serait plus même que moi parce que c'est elle qui avait géré, je crois. C'était tellement riche en sel que ça a encrassé leurs appareils d'analyse. Et en fait, l'agriculteur n'a pas été très honnête, il nous a pas dit qu'il y avait une saline autrefois sur la parcelle, donc c'était blindé de sel. Et on aurait dû faire ces analyses avant de s'installer, quoi. Mais c'est toujours pareil, on a un financement un temps T et on n'a pas forcément le choix. Donc, on ne prend pas suffisamment le temps de vérifier que les conditions sont suffisamment accueillantes pour pouvoir faire ce qu'on veut, quoi. Et, mais bon, les terres enfin, de la région sont connues pour ça, hein, Château Salin et compagnie. Les termes viennent de cette richesse en sel, quoi. Donc, Le nom de la rivière est déjà très parlant. c'est ça, ouais, la sel. Voilà. Et puis associé à ça un peu de vandalisme aussi. Et puis c'était pas. Je pense que le principal problème c'était quand même le sel. Nicolas, Dominique, Oui. question. En fait, c'est toujours le même clone qui a été utilisé pendant toutes ces années. De peuplier, oui. Oui. Est-ce que dans l'avenir, vous envisagez de travailler, de choisir un système qui marche bien, enfin une combinaison qui marche bien, et de tester plusieurs clones? En fait, alors, moi, je vous ai dit, en fait, on est parti sur deux clones au départ, mais ça a multiplié le nombre de modalités de manière invraisemblable. C'est vrai que le clone d'Orschkamp avec lequel on travaille, il est plus trop vendu, en fait. Il est plus trop utilisé parce qu'il y en a qui ont été sélectionnés des beaucoup plus productifs. Moi, Oui. je l'aime bien parce que je bossais dessus déjà pendant ma thèse. C'est un Oui. clone qui est assez résistant à plein de choses, à la rouille foliaire, à la sécheresse, etc. Mhm. Et j'ai l'impression que, bon, maintenant qu'il est installé, on va rester sur celui-là tant que la bousule fonctionne, mais effectivement, il faudra qu'on se mette à jour quand on Mhm. fera autre chose. Mais j'ai l'impression que ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir forcément un clone qui soit représentatif de ce qu'on a dans le commerce, mais d'avoir un clone robuste et qui puisse nous aider à répondre à nos questions sur les interactions entre espèces, parce que il n'y a pas que l'effet, enfin, pas que l'effet appliqué, pas que les conséquences appliquées de ce qu'on fait qui sont intéressantes, il y a aussi toutes ces études d'interaction en fait qui sont super intéressantes de ce qu'a fait Anaïs dans sa thèse Ah notamment. oui, oui, c'est sûr. Oui. Ouais, Mais ouais. je suis d'accord avec toi, il devient obsolète ce clone de peuplier. Non, mais vous avez déjà des résultats. Donc, Mm. déjà tester et mettre en œuvre tout ce travail, c'est déjà. Vous serez là, après, vous pourrez tester. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. Il faut que tu finisses tout ce qui est sur Dorskamp, mais il y Mm. a peut-être de nouvelles variétés, hein, des nouveaux clones, pardon. Oui, Euh, oui. ouais, Là, ouais, les Italiens sont très à la page pour la sélection de cultivars ouais, liés à la production de biomasse, quoi. ouais, ok. Effectivement. Après, quand on s'installe, effectivement, ça fait 10 ans qu'on est là. Le- la sélection de clones de peuplier, elle a marché pendant ces 10 ans, mais Mm, on va pas. Je sais que c'est ce qu'ils font au Brésil, par exemple. Quand ils coupent une oui. plantation d'eucalyptus, ils remettent, ils laissent pas repousser les eucalyptus, ils remettent des Mm, nouveaux cultivars plus performants, quoi. mm, Nous, mm. c'est pas ce qu'on a choisi. On est parti pour avoir un système un peu écolo, quoi, ce qui fait on replante pas à chaque fois avec des nouveaux cultivars. Oui, oui, bien sûr. Mm. Merci, et merci pour la présentation. Ben, merci à toi, en fait, c'était une des premières avec qui j'ai bossé quand Oui, je suis arrivé, en fait, sur cette thématique-là avec Candy. oui, tout à fait. À bientôt. À bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Bon, ben, on a un peu explosé le temps de parole. Là, il y a tout le directoire qui est Ah, parti pour leur réunion du directoire. il y en a encore une, non? Je t'écoute.
dans ta conclusion, tu étais très rétrospectif. Et c'est quoi l'avenir alors, en termes d'expérimentation, hein, comment tu vois la continuité de ce que vous avez fait? Ben, en fait, on est parti là sur une deuxième rotation. Donc ça, c'est déjà, en fait, l'originalité du système, c'est quand même que des systèmes comme ça, agroforestiers et agro-rotation, qui sont partis pour plus de 10 ans, c'est assez exceptionnel, je pense. Donc le fait d'avoir une deuxième rotation, bah, c'est déjà une originalité du truc. On va faire sans doute un marquage très bientôt pour voir ce qui vient. On l'avait fait à Saint-Cyranval, mais pas à la Bousule, ce qui vient de l'atmosphère pour les zones. Et puis on est en train d'aborder un rapprochement avec Ecoessol, enfin, avec qui on a bossé dans l'Intensifix, mais là c'est dans d'autres circonstances. C'est parce qu'ils ont un dispositif qui s'appelle DIAMS, je sais pas si ça évoque quelque chose chez toi, qui est un dispositif à base de robiniers agroforestiers, de robiniers et de cultures non fixatrices en milieu méditerranéen, donc c'est près de Montpellier. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre en parallèle en fait ce qu'on fait et ce qu'ils font. Euh, En plus, chez eux, il y a Jérôme Ngao, là, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui vient de chez nous et qui a un peu notre, comment dire, notre culture écophysiologie de l'arbre. Donc, on va essayer de travailler avec eux, en fait, pour voir ce qu'on peut faire en termes de comparaison entre les contextes pédoclimatiques et les espèces fixatrices d'azote tempérées qui sont assez contrastées. Et puis, ce qu'on voulait faire aussi avec Pierre et Abdoulaye, c'est un peu de modélisation, en fait, mais euh, on a un peu de mal, en fait, parce qu'il faut qu'on le fasse en collaboration avec les équipes qui développent des modèles agroforestiers. Et comment dire, le dialogue n'est pas forcément hyper facile. Et puis, bah, ça, c'est sur la parcelle atelier, mais on bosse aussi chez les agriculteurs, en fait. Donc, on a un système qui n'est pas du tout représentatif à la bousule de ce qui se passe dans la vraie vie, en fait. 2000 arbres par hectare, c'est pas possible pour un agriculteur de planter ça, quoi. Donc, on reste quand même avec un pied dans le monde agricole et on a un réseau de plantation dans le Grand Est. Enfin, j'en ai déjà parlé et je suis pas le seul, je pense, euh, à plusieurs reprises pour voir ce qui se fait chez les agriculteurs où là, ils sont à 40 arbres par hectare, c'est pas du tout pareil, quoi. Voilà. Ouais, bah, j'en profite pour remercier en fait toutes les personnes qui ont pu participer. Là, j'ai montré quelques photos, que ce soit pour l'installation des sites, leur entretien, leur coupe, etc. On avait essayé de faire un peu rendre ça un peu convivial à chaque fois, mais ça a toujours été un plaisir de, de bosser, euh, de bosser ensemble sur les sites, pour le marquage aussi, pour tout. Bon, en tout cas, c'est à suivre, hein, parce que, comme je vous disais, il y a plein de résultats super intéressants là, que Abdullah est en train de traiter sur les biomasses et on vous présentera ça. Ah, merci à toi, Nico, en tout cas, pour tout ça. Ouais. Et j'en profite pour vous demander de vous inscrire pour les futurs séminaires Flash parce que c'est souvent moi qui m'y colle, mais on va bientôt être à court, hein. Bon, bah, je propose qu'on en reste là, il est 13h40. Merci à tous. Il y a des choses dans le chat. Merci, ciao. Bon Merci, bonne après-midi, journée. à la prochaine. À bientôt.